Voilà, on termine le cours d'aujourd'hui et de cette semaine avec des conséquences importantes de ce théorème de complétude qui nous dit que tout ensemble borné de S possède un infimum et un suprêmum et qu'ils appartiennent à R. Ils n'appartiennent pas nécessairement à l'ensemble S, mais ils existent. Et cela a des conséquences importantes dont je vais ici les énumérer. La première, c'est ce qu'on appelle le lemme d'Archimède. Alors le lemme d'Archimède dit une chose assez banale, mais il a besoin de la propriété de complétude pour le démontrer. Alors on se donne x et y deux nombres réels, avec x strictement positif, faites attention à cette hypothèse, et y plus grand ou égal à 0. Alors qu'est-ce que dit le lemme d'Archimède? Il dit la chose suivante, alors il existe un certain entier n, que bon, on peut dire n n'est pas égal à 0, tel que nx est plus grand strictement que y. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc bon, on dit que R est archimédien, mais en français qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que si je rajoute suffisamment de fois x avec lui-même, donc je fais x plus x plus x plus x plus x, n fois, eh bien je peux dépasser y. Donc c'est assez curieux, mais cela marche. Donc je fais un petit graphique pour dire ici, voilà, je mets 0 et je mets ici un nombre vraiment très petit. Je vais prendre x égale à, je sais pas, à 10 puissance moins 1 milliard, par exemple. Il n'est pas nul, mais il est tout petit. Et je peux placer, disons, un peu, beaucoup plus loin, mais vraiment, c'est un dessin qui n'est pas à l'échelle. Ici, j'ai placé y, par exemple, qui est 10 factoriel puissance 10 factoriel puissance 10 factoriel. Donc c'est un nombre très très grand. Et ce que dit le lemme d'Archimède, c'est que même si x est tout petit, en sommant suffisamment de fois, je peux arriver à dépasser y. Et la démonstration utilise la propriété de complétude. Et disons, sans ça, on ne peut pas le démontrer. Je vais juste rapidement vous donner l'idée de la démonstration. On le fait par l'absurde. Par l'absurde, on suppose que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, supposons que pour tout entier n, eh bien, on est nx inférieur ou égal à n. Donc on est en train de nier la propriété n de x plus grand que y. Donc ça veut dire que pour toute n, eh bien nx est inférieur ou égal à y. Cela signifie que l'ensemble S ici, donc je vais noter S, l'ensemble de tous les multiples de x, donc j'additionne x avec lui-même, avec n, on va dire, pour tout n ici, par exemple, pardon, n étoile. Donc je vais regarder tous les nombres nx avec n dans n étoile. Si je prends n égale à 0, eh bien 0 fois x, ça va donner 0, donc ça ne marche pas. Mais à part cela, donc, si je fais cette construction, je vois que j'ai donc une partie, un sous-ensemble S, qui est borné par y. Cela signifie que S est borné supérieurement par y, puisque eh bien, nx est inférieur ou égal à y. Donc, d'après l'hypothèse, R est complet, enfin l'hypothèse, le théorème, pardon, R est complet, cela signifie que le suprêmum existe. Donc, S égale sup S existe. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est donc un nombre qui dépasse tous les nx, et c'est le plus petit parmi ces nombres. Donc pour tout n appartenant à n étoile. Et donc si ceci est vrai, ceci est vrai aussi pour n plus 1. On peut dire que S est certainement plus grand que n plus 1 fois x pour toute n appartenant, et si on peut même mettre n.
Mais qu'est-ce que cela signifie? Donc, en distribuant, cela donne que S moins X, donc je peux dire la chose de cette façon-là, est, donc bon, je peux mettre une étoile ici, est plus grand que nx. Qu'est-ce que ça signifie pour tout n appartenant à n étoiles? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que S moins X est aussi un majorant. Donc on peut dire que S moins X est un majorant de S, mais ceci est contradictoire parce que nous avions déjà trouvé le meilleur des majorants, c'est-à-dire le plus petit des majorants, donc S, c'est le suprémum, il existe. Et là, qu'est-ce que je viens de trouver? S moins X, qui est plus petit que S, manifestement, puisqu'on lui a enlevé X, et qui est aussi un majorant. Ceci contredit l'hypothèse que le suprémum existe, et donc l'assertion doit être vraie. Ceci contredit l'existence de S égale sup de S, donc le lemme est vrai. Et ce lemme, donc je vais ici faire tout de suite une conséquence du lemme d'Archimède. Il dit la chose suivante. C'est cette partie-là qu'on va utiliser assez souvent. Si epsilon est un nombre réel, positif, eh bien, alors je peux toujours trouver un entier dans n étoiles, donc non nul, tel que 1 sur n est inférieur à epsilon. C'est-à-dire que quel que soit le nombre réel, je peux trouver un nombre rationnel, donc 1 sur n c'est une fraction d'entier, qui lui est plus petit. Et ça utilise le lemme d'Archimède, la démonstration, si vous voulez, se fait, c'est le lemme d'Archimède avec x égale epsilon, qui est positif, et y égale à 1. Voilà, donc pour ces premières choses, donc importantes, et grâce en fait au lemme d'Archimède, on peut montrer l'existence de ce qu'on appelle la partie entière d'un nombre. Je ne vais pas le faire dans le détail, mais il y a un petit résultat, existence, pardon. C'est un lemme pour tout x. Donc, si je me donne n'importe quel nombre réel, eh bien, je peux trouver, il existe un unique nombre dénoté comme ça, partie entière de x appartenant à z, qui vérifie la chose suivante, telle que ce nombre est inférieur ou égal à x, et il est, disons, dès que je lui rajoute 1, il dépasse strictement x. Donc on appelle ce nombre-là la partie entière de x. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'entier relatif précédent le plus petit entier qui dépasse x strictement. Donc dit en français, ça a l'air un peu bizarre comme ça, un peu compliqué. Mais c'est véritablement ceci. Alors, cela nous fournit une autre fonction, la fonction partie entière. Donc, je ne donne pas la démonstration de ce fait-là, mais ça découle du lemme d'Archimède, comme tout à l'heure. Donc ici, on peut regarder le graphique de la partie entière. Donc, je vais le noter ici en une autre couleur pour que ce soit visible. Donc, je vais noter les entiers par ici, les entiers relatifs là. Là. 1, 2, 3. Donc, tous les entiers compris depuis 0 jusqu'à 1 non compris, ils ont une partie entière égale à 0, puis 1 a une partie entière égale à 1, évidemment, et ceci jusqu'à arriver à 2, sans pour autant prendre 2, et ainsi de suite, vous avez compris.
s'agit d'une fonction en escalier. Là. Et bien entendu, la même chose se produit à gauche. Donc nous avons ici la fonction partie entière sur les négatifs. Je vais juste continuer à l'écrire. Ici, de moins 2 à une partie entière égale à moins 2. Bref, vous avez saisi, j'espère, le comportement de cette fonction. Alors, il y a une petite attention à faire quand on parle de partie entière. Attention, je le dis ici. C'est la partie entière d'un nombre très proche de 1, aussi proche que l'on veut, mais pas égal à 1, eh bien, va être égal à 0. C'est l'entier précédent. Et qu'est-ce qui se passe sur les négatifs? Sur les négatifs, si je regarde moins 0,0001, donc un nombre très proche de 0, mais pas égal à 0, sa partie entière va être égale à moins 1. Voilà pour cette notion importante. Donc vous allez étudier un exercice. Et on va ici regarder, troisièmement, la propriété de complétude donne lieu à l'existence de racines carrées. De racines carrées, et en fait, bien plus, on va le voir un peu plus tard, avec des racines cubiques également. Alors, la propriété de complétude intervient ici. Pourquoi? Parce qu'on peut considérer l'ensemble S2, je le note S2, qui est ici l'ensemble de tous les réels dont le carré ne dépasse pas 2. Donc x carré inférieur strictement à 2. C'est un sous-ensemble de R et il est borné. Il est borné supérieurement et inférieurement. On peut même ici par exemple donner comme borne moins 3 demi et 3 demi par exemple. Et plus généralement, l'ensemble SA, x appartenant à R, tel que x carré inférieur à A, est borné pour autant si, disons, A est positif. Sinon, il est vide. Donc, il n'est pas borné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme R est complet, nous savons que l'infimum et le suprémum de ces ensembles existent. Donc, on sait que S, qui est donc l'infimum de S2, et T, je les nomme comme ça, le suprémum de S2, existe. Et, disons, c'est là qu'il faudrait faire une démonstration. On peut démontrer que ces nombres-là vérifient des égalités suivantes. S au carré égale 2 et T au carré égale 2. Donc ce sont des nombres qui, élevés au carré, donnent 2. Donc ce sont, à juste titre, les racines carrées de 2. On en compose, dans ce cas, racine de 2 comme étant le suprémum de S2, donc ce T-là, et moins racine de 2, c'est l'infimum de S2, c'est ce S. Et donc, plus généralement, vous voyez que on peut le faire en prenant racine de A pour A positif. On prend le suprémum de cet ensemble-là et moins racine de A comme étant l'infimum. Donc, si A est positif. Et qu'est-ce que l'on peut dire sur ces racines? Donc ça, ce sont les racines carrées. Eh bien, on peut encore, disons, regarder la généralisation pour n un entier supérieur à 2. Encore plus généralement, on regarde SNA, c'est l'ensemble de tous les x dans R qui vérifie la puissance xn inférieure à A. Alors on le fait ici pour A positif. Sinon cet ensemble n'est pas borné inférieurement.
Et disons que là, cela nous donne la définition de racine énième de A comme étant le suprémum de cet ensemble-là. Puis, on peut définir aussi les racines troisièmes de nombres négatifs, mais pas les racines carrées de nombres négatifs. On verra ça plus tard lorsque nous parlerons des nombres complexes. Et pour terminer, donc les propriétés de la racine carrée, pour l'instant, on fait juste des racines aussi. On peut faire la chose suivante. Si je prends la racine énième de A et que je l'élève à la puissance n, je retrouve A, quel que soit A positif. On peut même prendre A nul, ici c'est pas un problème. On peut définir la racine énième de 0 comme étant 0. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est aussi regarder A puissance n et ensuite prendre la racine. Et donc ici, il y aura deux résultats possibles. C'est A si n est impair, et c'est valeur absolue de A si n est pair. Et qu'est-ce que l'on constate? Peut-être encore aussi une toute petite propriété. Qu'en est-il de cette inégalité? Bien, cette inégalité est équivalente à moins racine de A x plus racine de A. Donc ça, c'est des deux propriétés importantes. Et troisièmement, le graphique de la racine. Alors ici, c'est important de distinguer que nous avons la fonction élevée au carré, que je nomme par f, qui va dans R+, x va sur x au carré, et nous avons sa fonction réciproque, f-1, qui part de R+, et qui atterrit en fait dans R+. Je dois ici en fait mettre R+, pour que la fonction soit injective, sinon on a bien sûr deux nombres, x et moins x, qui donnent la même valeur. Celle-ci, c'est une bijection. On peut le démontrer. Et ça, c'est la bijection inverse qui est donnée par la racine carrée. Donc, si on dessine 1 va sur 1, 2 va sur 4. Donc, nous avons le graphique ici. Qu'est-ce que j'ai dit 0 va sur 0, voilà. Nous avons le graphique de la fonction x au carré, y x au carré, et le graphique de la fonction racine est symétrique, ou miroir si vous voulez, par rapport à la diagonale. Ok, c'est très mal fait. Bon, y égale racine de x. Pour dire que ces deux fonctions sont inverses l'une de l'autre. Excusez-moi pour ce graphique très peu joli. Et il faudrait refaire un tout petit peu la courbe x carré. Et je vais le montrer en classe par des outils bien plus performants, c'est-à-dire avec un grapheur qui permettra d'avoir des plus jolis dessins. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à la semaine prochaine.